Pendant des siècles, les sables d'Égypte ont été considérés comme entièrement explorés. Et les grandes découvertes du passé, de simples échos d'une époque depuis longtemps révolue. Les archéologues étaient convaincus qu'entre la vallée des rois et les complexes de temples de Luxor, il ne restait rien qu'un désert brûlé par le soleil. Puis une seule découverte récente a ébranlé le monde et forcé la science à repenser complètement l'histoire de la plus grande civilisation de l'Antiquité. Les chercheurs étaient tombés sur un site d'une telle ampleur et d'une telle importance qu'il fut immédiatement placé aux côtés de la légendaire tombe de Toutankhamon. Ce n'est pas simplement un autre ensemble de ruines. Ce qui se dresse devant nous est une capsule temporelle intacte, conservée en parfait état pendant 3000 ans. Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets que ces murs ont gardés cachés. Et pourquoi cette découverte est appelée la Cité d'Or, capable d'illuminer les pages les plus énigmatiques de l'ère pharaonique. L'histoire de cette découverte extraordinaire a commencé par un matin d'automne en 2020, lorsqu'une équipe dirigée par le renommé Zahi Hawass est partie fouiller les abords de Luxor. Aucun membre de l'expédition ne soupçonnait qu'au lieu de modestes vestiges d'un temple funéraire, ils allaient découvrir quelque chose qui défiait l'imagination. Imaginez les travailleurs retirant méthodiquement des couches de sable sec, s'attendant à ne trouver rien de plus que les fondations d'un bâtiment ancien. Mais en quelques semaines seulement, le rythme familier du travail fut brisé. Dessous la terre, les bords de briques ont commencé à émerger, des briques formées à partir de limon fluvial il y a des milliers d'années. Au début, les archéologues supposèrent qu'il s'agissait d'une simple clôture. Mais plus les pelles creusaient, plus l'image devenait claire. Sous leurs pieds, un énorme organisme vivant d'argile et de paille sommeillait. Au lieu des lignes droites d'une fondation de temple, des murs incurvés ont commencé à s'élever de la terre, plongeant profondément sous les couches de sédiments modernes. Cela laissa Hawass et ses collègues dans un véritable désarroi. Une telle maçonnerie était entièrement atypique pour les structures religieuses de l'époque. Avec chaque heure qui passait, le nombre de constructions en briques se multipliait de façon exponentielle. Et les scientifiques commencèrent à comprendre. Ils avaient rencontré quelque chose au-delà de toute explication. Au milieu de la poussière grise, l'œil d'un membre de l'équipe capta un étrange reflet, du genre qu'aucune pierre ordinaire ne pouvait produire. Lorsqu'un pinceau balaya soigneusement des siècles de crasse, un minuscule fragment de métal précieux apparut, fondu dans les restes d'un objet ancien. Ce vif éclat contre la brique terne fit battre plus vite les cœurs des archéologues. L'or en de telles quantités apparaît rarement dans des bâtiments utilitaires ordinaires. Un pressentiment planait dans l'air. Au-delà de ces murs ne se trouvait pas simplement un établissement, mais un lieu lié à une richesse inimaginable et au pouvoir suprême de l'Empire. L'atmosphère sur le site changea instantanément, laissant place à une attente anxieuse et à une excitation scientifique. L'ampleur du tableau qui se déployait contredisait toutes les cartes connues de la région. Personne parmi les présents ne pouvait expliquer pourquoi des structures aussi hautes et étendues avaient survécu à cet endroit précis. Et la préservation de la maçonnerie était tout simplement impeccable pour quelque chose d'un âge aussi vénérable. Au fur et à mesure que les chercheurs dégageaient de plus en plus de sections du site, un incroyable tableau d'urbanisme antique a commencé à se révéler. Ce qui avait d'abord semblé être un amas chaotique de briques s'avéra être un système soigneusement planifié, de rues et de ruelles divisant l'espace en zones fonctionnelles. Les chercheurs furent stupéfaits par le caractère délibéré avec lequel les anciens bâtisseurs avaient abordé l'organisation de ce lieu, créant un véritable organisme vivant à partir d'argile et de paille. La découverte la plus remarquable fut les inhabituels murs en zigzag qui serpentaient le long des passages principaux, formant une ligne brisée de façade. Une telle forme architecturale était extrêmement rare dans l'Égypte ancienne et amena immédiatement les chercheurs à réfléchir à la logique profonde de cette décision. Ces structures ondulantes non seulement conféraient aux bâtiments une résistance supplémentaire contre le vent, mais créaient également des niches naturelles pour les différents besoins des habitants. Chaque courbe dans un tel mur révélait une nouvelle vue sur des cours intérieures où la vie avait pulsé 3000 ans auparavant. Les murs en zigzag continuaient à susciter des débats parmi les experts.
Leur forme évoquait des représentations symboliques de l'eau ou de l'infini. Les archéologues avancèrent prudemment à l'intérieur de l'établissement, conscients de marcher sur les mêmes routes autrefois empruntées par les sujets d'un grand pharaon. Par endroits, la hauteur des murs subsistants atteignait 3 mètres, permettant aux chercheurs de littéralement pénétrer dans des pièces et de ressentir l'échelle des espaces. Nombre de maisons conservaient leurs portes et même leurs seuils, ceux-là même que les gens franchissaient au faîte de la 18e dynastie. La ville entière était divisée en quartiers distincts, chacun ayant sa propre vocation. Dans la zone résidentielle, les maisons se serraient les unes contre les autres, créant l'atmosphère d'une banlieue animée et intime, où chaque porte dissimulait sa propre histoire. Les quartiers industriels de la ville présentaient un aspect bien différent. Des plateformes ouvertes et des structures massives conçues pour le travail collectif de centaines d'artisans y prédominaient. Le puissant mur extérieur servait non seulement de défense, mais aussi de moyen de contrôler le flux des personnes, indiquant directement le statut fermé de l'établissement et l'attention étroite de l'administration d'État. L'étonnante préservation des structures créait l'illusion que les habitants avaient abandonné leur maison quelques jours seulement auparavant, ne laissant derrière eux que poussière et silence. Tandis que la poussière des fouilles commençait à se déposer, les archéologues ont commencé à trouver des objets leur permettant de regarder directement dans les cuisines de gens qui avaient vécu 3000 ans auparavant. Dans la partie sud de l'établissement, ils ont mis au jour une vaste zone de préparation alimentaire, comparable en taille à une installation moderne de restauration industrielle. Des dizaines de fours se trouvaient là, aux côtés d'énormes récipients en argile, dans lesquels le pain avait été cuit pour des centaines de travailleurs et de fonctionnaires. Le plus étonnant de tout, les fours contenaient encore des restes de charbon de bois, et des traces de grains gisaient au fond des récipients. Parmi les équipements de cuisine, les chercheurs trouvèrent de grandes jarres en céramique utilisées pour stocker de la viande et d'autres provisions. Des inscriptions claires sur les surfaces de ces récipients se révélèrent un véritable cadeau pour les historiens. Sur l'une d'elles, ils déchiffrèrent le nom d'un boucher nommé Kawi, qui avait préparé des provisions alimentaires pour le 3e festival Hebsed du pharaon Amenhotep. L'inscription précisait même la date exacte et le poids du produit, permettant aux chercheurs de reconstituer minute par minute le calendrier des préparatifs pour la grande célébration. Au-delà des zones culinaires, les chercheurs ont découvert des quartiers où la production artisanale de textiles et de vêtements avait prospéré. À l'intérieur de pièces résidentielles gisaient des poids en pierre et en céramique pour des métiers à tisser, ainsi que des aiguilles en os avec lesquelles les artisanes avaient cousu du fin lin. La préservation de ces fragiles instruments était si remarquable que sur certaines aiguilles, on pouvait encore distinguer les marques d'usure d'une longue utilisation. Ces découvertes renversèrent complètement les hypothèses sur la vie quotidienne égyptienne au faîte de l'Empire. On croyait auparavant que cette production était concentrée exclusivement dans les palais. Mais la ville montra que l'artisanat faisait partie de la vie quotidienne de chaque quartier. Les pièces révélèrent également des jouets d'enfants et de petites amulettes protectrices, apportant à l'histoire une chaleur humaine. Dans les zones industrielles, des outils de filage gisaient aux côtés de fragments d'hameçons et de harpons, témoignant des liens étroits des habitants avec les ressources du Nil. Au fond de certains bols, les chercheurs trouvèrent des restes de cosmétiques et d'huile préservés par le climat sec. Tout cela força les chercheurs à réviser bien des manuels. La ville s'avéra bien plus développée et autosuffisante que quiconque ne l'avait supposé. Quand les archéologues s'avancèrent plus avant dans la partie nord de l'établissement, ils découvrirent un quartier qui se distinguait clairement des zones résidentielles par sa sévérité et son échelle. C'était l'endroit où battait le cœur industriel de la ville et où d'importantes décisions administratives étaient prises. Les chercheurs mirent au jour tout un réseau d'ateliers spécialisés dans la joaillerie et les éléments décoratifs complexes. Sous des siècles de poussière gisaient des moules pour fondre des amulettes et de petites statuettes de dieux, ornements pour les vêtements et les maisons des Égyptiens. La découverte la plus stupéfiante fut la preuve d'un travail sur des métaux précieux et des pierres exigeant une précision extraordinaire. Dans une salle, les archéologues trouvèrent des restes de scories de verre et des fragments de faïence, preuve directe d'une opération de fabrication du verre avancée pour son époque.
Parmi les outils brisés, les chercheurs commencèrent à trouver des sceaux portant les noms de fonctionnaires et du souverain lui-même, leur permettant de relier définitivement le site au nom d'Amenhotep III. Il devint progressivement clair, cette ville était le principal fournisseur de produits de luxe pour les résidences royales voisines. Les artisans les plus fins de leur époque travaillaient ici, créant des objets qui allaient plus tard orner les salles de magnifiques temples et remplir les trésors du pharaon. Des ateliers de traitement de l'or côtoyaient des ateliers de céramique, formant un seul complexe industriel intégré. Les moules de coulée et les outils découverts permirent aux joailliers modernes de comprendre les technologies que les anciens artisans avaient utilisées pour atteindre une telle qualité extraordinaire dans leur travail. Mais sous la prospérité apparente et la grandeur industrielle de la ville, la terre renfermait des secrets qui choquèrent même les archéologues les plus endurcis. Lorsque les chercheurs commencèrent à dégager les sols à l'intérieur de pièces résidentielles ordinaires, ils se retrouvèrent confrontés à quelque chose qui n'avait pas de place dans la logique de la vie égyptienne ancienne. Dans une maison, directement sous une couche d'argile compacte, gisaient des restes humains dans une position étrangement inhabituelle. Contrairement aux sépultures traditionnelles dans des tombeaux et des nécropoles, cette personne avait été étendue dans une pose suggérant la violence ou un rituel bizarre. Bras le long du corps, genoux serrés et liés. La sépulture se trouvait directement dans le sol d'un espace de vie, une violation grossière des coutumes de l'époque. Dans la culture égyptienne, des règles strictes régissaient les funérailles, et la présence d'un corps à l'intérieur d'une maison était considérée comme profondément alarmante. Tandis qu'un groupe de spécialistes examinait ces restes, une autre équipe fit une découverte tout aussi étrange dans le quartier voisin. À l'intérieur de pièces qui avaient jadis servi d'espace de vie, ils trouvèrent les restes de grands animaux, des bovins ou des bœufs. La pratique d'enterrer des animaux directement dans des espaces résidentiels n'avait aucun parallèle dans les archives archéologiques des établissements du Nouvel Empire. Les animaux étaient ordinairement gardés dans des enclos désignés ou dans des temples s'ils étaient considérés comme sacrés. Pourtant, leur présence sous les sols des maisons semblait franchement anormale. Les chercheurs tentent encore de déterminer s'il s'agissait d'une tentative de protéger le logement par des moyens magiques, ou si la ville avait été le témoin d'événements qui avaient contraint ses habitants à briser chaque tradition bien établie. L'état des ossements d'animaux indiquait que les créatures avaient été soignées de leur vivant, ce qui rendait leur inhumation sous les planchers des maisons d'autant plus déconcertante. Les questions de savoir qui était l'individu ligoté et pourquoi les animaux avaient bénéficié d'un tel honneur particulier demeurent sans réponse définitive. Les experts poursuivent les analyses ADN et étudient la composition du sol. Le sentiment que la ville dissimulait une vérité fondamentale sur la nature humaine de cette époque ne fit que s'intensifier. Ces découvertes préfiguraient la révélation du mystère central, celui qui explique pourquoi la vie dans cette énorme et prospère métropole prit fin si soudainement. Pour comprendre pourquoi cette ville a surgi et pourquoi elle s'est tue si brusquement, il faut regarder la figure de l'homme qui en avait ordonné la construction. Le pharaon Amenhotep III régna sur l'Égypte durant une ère que les historiens appellent l'âge d'or. À cette époque, aucun pays ne rivalisait avec l'Égypte en richesse ou en influence, et l'or affluait dans la vallée du Nil en un flot incessant depuis les mines de Nubie. Ce souverain n'avait aucun goût pour la guerre. Il préférait créer, transformant son domaine en un vaste chantier. C'est sous son règne que furent érigés les palais et les temples les plus splendides, et la ville qui émerge aujourd'hui du sable était le couronnement de ses ambitions. C'était une époque d'une stabilité extraordinaire, où chaque habitant de l'Empire, du plus haut fonctionnaire au plus humble boulanger, se sentait partie d'un tout éternel et inébranlable. Pourtant, sous la surface éblouissante, les graines d'une future catastrophe germaient déjà. Une catastrophe qui allait transformer à jamais le visage de la civilisation. Amenhotep III régna pendant près de 40 ans, et vers la fin de sa vie, l'Égypte commença à connaître d'étranges convulsions de foi et de pouvoir. Son fils, qui allait plus tard prendre le nom d'Akhenaton, absorbait déjà des idées qui allaient bientôt briser l'ordre familier des choses. La ville servait non seulement de pôle de production, mais aussi de résidence royale où le pharaon tenait sa cour. Des ambassadeurs étrangers
y étaient reçus, et les célébrations jubilaires confirmaient le statut divin du roi. Mais au moment où le grand bâtisseur quitta ce monde, le système bien huilé commença à vaciller. Le nouveau pharaon Akhénaton résolut d'accomplir l'impossible. Il bannit les anciens dieux et contraignit tout le pays à adorer le seul disque solaire. Cette décision frappa au cœur la ville, intimement liée au culte traditionnel et à l'ancienne aristocratie. À un certain moment, les habitants de la vaste métropole reçurent l'ordre d'abandonner leurs maisons familières, leurs ateliers et leurs entrepôts. Ce ne fut pas un effacement progressif. La ville fut quittée, avec des objets précieux et des réserves alimentaires laissées dans les pièces, trouvées aujourd'hui par les archéologues en parfait état. Toute l'administration et la population artisane se déplacèrent vers la nouvelle capitale d'Amarna, abandonnant la somptueuse ville à la merci des vents du désert. Des années plus tard, lorsque l'ère du fanatisme d'Akhénaton eut pris fin, le jeune pharaon Toutankhamon tenta de rétablir l'ancien ordre. Les documents historiques et les découvertes dans la ville indiquent qu'il projetait de réhabiliter le site comme base pour revitaliser l'ancienne foi. C'est dans cette zone que son temple funéraire fut recherché, et c'est ici que les traces de son bref règne furent préservées. Mais après la mort du jeune roi, la ville s'enfonça définitivement dans un sommeil sous d'épaisses couches de sable. Le grand projet d'Amenhotep III avait été trop intimement lié au destin de sa dynastie. Et avec la dynastie, il disparut dans l'oubli pendant 3000 ans. Le mystère central de la disparition de cette métropole réside dans les détails mis au jour en examinant les seuils et les portes. Les chercheurs ont remarqué que de nombreuses entrées de bâtiments publics portaient encore des traces de sceaux officiels, comme si la ville ne s'était pas simplement vidée, mais avait été délibérément mise en veilleuse sur ordre de la plus haute autorité. Cela transforma un énorme centre industriel en quelque chose ressemblant à un gigantesque entrepôt à ciel ouvert dans lequel le temps avait été arrêté d'en haut. À l'intérieur des ateliers de production, de lourds outils et des pièces inachevées restèrent sur les sols, inviolés pendant des décennies. Cette inviolabilité des biens indique une interdiction spéciale qui transforma le territoire en zone interdite. Ce qui rend la situation véritablement unique, c'est que la ville ne fut jamais pillée, ce qui suivait presque invariablement un changement de pouvoir. Sur toute la zone de fouille, les chercheurs trouvent des objets en bronze, en faïence et en pierres semi-précieuses qui représentaient de petites fortunes en leur temps. Pourtant, cela ne se produisit jamais. Les réformes religieuses d'Akhénaton transformèrent la brillante métropole de son père en un monument d'une ère que les nouveaux idéologues cherchaient à reléguer dans l'oubli, mais n'osaient pas détruire physiquement. C'est précisément ce statut de paria parmi les villes qui permit aux fragiles structures en briques de survivre jusqu'à nos jours, plutôt que d'être utilisées comme matériaux de construction pour de nouveaux temples. Les chercheurs furent particulièrement frappés par le fait que dans les périodes ultérieures de l'histoire égyptienne, lorsqu'une construction active était en cours dans la région, personne ne tenta de creuser dans ces monticules. La ville semblait avoir glissé de la mémoire de son propre peuple, devenant une ombre invisible d'un grand passé, caché à seulement quelques mètres sous la surface. Les chercheurs décrivent ce phénomène comme un miracle archéologique. La probabilité qu'un quartier entier d'une ville survive dans un tel état de conservation approche zéro. Tout se passe comme si la ville s'était endormie en un seul instant, préservant dans ses profondeurs les réponses aux questions sur le fonctionnement de l'Empire à l'apogée de sa puissance. En récapitulant ce chapitre stupéfiant de l'histoire de l'archéologie, les chercheurs s'expriment d'une seule voix. La Cité d'Or est la découverte la plus importante du siècle. Son importance pour la science moderne ne saurait être surestimée, car pour la première fois, elle a permis aux chercheurs de déplacer leur regard des vies des dieux et des rois vers les vies des gens ordinaires. Jusqu'à présent, la connaissance de l'Égypte ancienne avait été tirée principalement des tombeaux, qui nous parleront de la mort. Cette découverte ouvre une porte sur le monde des vivants. Chaque détail, des fragments de textile à l'inscription d'un boucher sur une jarre, est une source inestimable d'informations sur le fonctionnement de l'économie et sur la façon dont la logistique du plus grand empire de l'histoire était organisée. Les perspectives de nouvelles fouilles sont vertigineuses.
À ce jour, seule une infime fraction de cet immense établissement a été dégagée. Les archéologues sont convaincus que les principaux trésors et documents sont encore enfouis sous de nombreux mètres de terre. Dans ces quartiers, où les pelles n'ont pas encore atteint, des archives diplomatiques ou des textes éclairant les véritables causes du conflit religieux de l'époque pourraient être en attente. Les chercheurs prévoient de déployer les dernières technologies de scanner du sol pour voir les contours des bâtiments qui sommeillent encore sous le sable. Cette découverte a définitivement transformé le paysage de Luxor, convertissant une étendue de désert brûlé en l'un des sites les plus précieux du patrimoine mondial. La cité d'Amenhotep III est devenue le symbole de la façon dont la persévérance et la rigueur scientifique peuvent ramener à la vie toute une civilisation que l'on croyait perdue. Aujourd'hui, lorsque les gens contemplent ces murs, ils ne voient pas simplement des ruines. Ils voient le triomphe du génie humain qui a déjoué le temps lui-même, préservant sa grandeur pendant 30 siècles. L'avenir de ces fouilles promet d'être encore plus époustouflant. Et qui sait quels autres secrets de l'âge d'or de l'Égypte seront mis en lumière dans les années à venir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux détails sur cette découverte unique et d'autres grandes découvertes qui réécrivent l'histoire en ce moment même. Activez la cloche et restez avec nous. Les secrets les plus palpitants du passé attendent encore leur moment.